Côte d'Ivoire est un des seuls pays africains qui a vu sa note augmenter depuis 2014 suite aux bons résultats économiques enregistrés, à des finances publiques qui sont restées sous contrôle, mais aussi une diminution du risque politique avec l'élection présidentielle et les efforts continus de réconciliation qui ont ponctué le dernier mandat présidentiel. Il y a toujours une faiblesse sur les finances publiques. Il faut savoir que l'année dernière, suite aux dépenses de sécurité, le déficit a augmenté. Et cette année, avec l'impact de la baisse des prix des fèves de cacao, le déficit va être encore autour de 4%, voire plus. Donc probablement que la stabilité de la dette ou la baisse de la dette qui était prévue pour les années qui viennent va probablement être difficile à maintenir. Il y a également une faiblesse qui est toujours sur l'effort d'avoir une croissance qui est plus inclusive, parce qu'il y a des inégalités qui existent en Côte d'Ivoire et qui fait que, alors que le pays croît, il y a une partie de la population qui ne voit pas encore les bénéfices directs dans leur porte-monnaie de cette croissance. En Angola, le déficit budgétaire devrait se creuser davantage cette année, dépassant les prévisions du gouvernement qui tablait sur 5,9% du produit intérieur brut du pays. Selon les prévisions du cabinet, l'économiste Intelligence Unite, cet élargissement du déficit sera surtout engendré par les dépenses liées à l'organisation des prochaines élections générales, mais également par des dépenses sociales, ainsi que celles liées aux travaux publics. Si l'objectif du gouvernement, qui portait sur un déficit maximal de 5,9%, est basé sur un prix de 46 $ le baril de pétrole, le prix actuel du baril est de 56 $. Cependant, des problèmes techniques, une baisse de la production mondiale de pétrole décidée par l'OPEP, ainsi que le remboursement de plusieurs dettes, devraient impacter négativement l'économie de l'Angola et augmenter le déficit du pays. Selon l'économiste Intelligence Unite, le déficit pourrait se renforcer si la Sonangol, Société nationale de pétrole, ne contribuait pas aux recettes de l'État, comme ce fut le cas en 2016. Pendant ce temps, l'inflation devrait atteindre 23,4% cette année et diminuer progressivement à 7,7% à l'horizon 2021. La Banque mondiale envisage de débloquer 500 millions de dollars en vue de soutenir la réalisation du plan d'action du gouvernement béninois. La décision a été rendue publique au cours de la visite effectuée tout récemment par le vice-président de l'institution à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Cet appui de la Banque mondiale en faveur du Bénin a été possible grâce à la convergence de vues entre l'institution financière et les orientations définies par le gouvernement béninois, notamment en matière de l'accès de la population à l'eau potable. Les 500 millions de dollars représentent une augmentation de 58% des financements octroyés au Bénin par la banque. Le financement de la Banque mondiale s'étendra sur les 3 prochaines années. Précisons que le plan d'action du gouvernement béninois rendu public en décembre 2016 nécessite un financement de 10 000 milliards de francs CFA. Outre la Banque mondiale, plusieurs donateurs ont déjà fait des promesses de financement dans ce cadre, notamment le Fonds monétaire international FMI. L'institution a récemment annoncé un financement triennal de 150 milliards de francs CFA. Le Ghana et la Côte d'Ivoire veulent réorganiser leur filière cacao en procédant à un renforcement de leur coopération. Cette mesure annoncée par les responsables respectifs du Conseil du café cacao et du Conseil ghanéen du cacao intervient dans un contexte où les deux pays sont malmenés par la volatilité du marché international du cacao en dépit de leur rang de plus grand fournisseur, soit 60% de la production mondiale. Cette nouvelle coopération devrait se concrétiser notamment à travers des réunions périodiques des deux parties et par la mise sur pied d'un comité technique.
Le dit comité aura pour tâche d'élaborer des mesures permettant de mieux gérer la production et d'assurer la durabilité de la filière. Le Ghana et la Côte d'Ivoire entendent impérativement limiter la chute des recettes tirées de l'exportation de la matière première. Il faut dire que cette baisse des recettes d'exportation est une conséquence de la forte chute de 30% des prix du cacao depuis le mois de juillet dernier. De 6 000 milliards de francs CFA en 2010, les réserves de change de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, se sont effondrées pour s'établir à 2 000 milliards de francs CFA en 2016, soit une chute de 4 000 milliards de francs CFA en 6 ans. Cette contre-performance est la conséquence de l'effondrement des recettes et la chute des exportations pétrolières, ainsi que de l'explosion des dépenses d'investissement public dans un contexte financier difficile et défavorable aux économies de rente. Pendant ce temps, la dette de l'espace communautaire est passée de 15% du produit intérieur brut en 2010 à 45% en 2016. Selon des experts du Fonds monétaire international, cette dégradation pourrait se poursuivre jusqu'en 2019 si les États membres de la CEMAC n'adoptent pas un plan de redressement de leur économie afin d'ajuster les dépenses publiques. En guise de solution, l'institution de Bretton Woods préconise la rationalisation des dépenses d'investissement public en évitant un effet d'éviction sur les dépenses sociales prioritaires. Au Cameroun, les exportations de la banane dessert ont connu une baisse de près de 30 000 tonnes en 2016. Cette chute des exportations fait passer le pays au deuxième rang africain des producteurs de bananes, après une première place ravie à la Côte d'Ivoire en 2015. Cette année-là, la Côte d'Ivoire avait vu sa production chuter de 300 000 à 254 000 tonnes en raison de pluies diluviennes qui avaient provoqué le débordement du fleuve Agnébi, provoquant l'inondation de 1300 hectares de bananeraies. En 2016, la production bananière ivoirienne a plutôt enregistré une croissance. Selon les statistiques révélées par Commode Africa, elle a atteint 280 000 tonnes, soit plus de 30 000 tonnes de plus que le Cameroun. Rappelons que la banane est le troisième produit d'exportation du Cameroun, derrière le pétrole qui représente plus de 40% des exportations totales du pays, et le bois en grumes houssier qui représente environ 15% des exportations du Cameroun. Au Kenya, les prévisions de croissance pour l'économie en 2017 ont été revues à la baisse par la Banque mondiale à 5,5% contre une projection initiale de 6%. Selon l'institution de Bretton Woods, les perspectives pour 2017 demeurent moins favorables qu'il y a un an. Ceci en raison de la sécheresse qui a frappé le pays, laissant plus de 2,7 millions de personnes dans un besoin d'aide alimentaire, puis de la baisse de la croissance annuelle du crédit au secteur privé qui a chuté à 4% du produit intérieur brut en février 2017 contre 17% à la fin de 2015. La Banque mondiale a estimé que le pays pourrait accélérer sa croissance économique en stimulant son secteur de la construction. Pour y parvenir, le Kenya devrait proposer un financement novateur du logement grâce à la création de sociétés de refinancement hypothécaire et la mise en place d'un système efficace de garantie sur les financements du logement. En 2016, l'économie du Kenya a progressé de 5,9%, la plus forte croissance annuelle de ces 5 dernières années. Les 15e journées annuelles de l'Association africaine des juristes de banques et établissements financiers se sont déroulées pendant 72 heures à Bamako autour du thème « L'ingénierie juridique, un outil de performance au service des banques et établissements financiers ». Occasion pour les juristes de banques et établissements financiers d'échanger sur les thèmes qui font l'actualité du domaine. Les thèmes sont quand même très intéressants et il y a même des nouveautés qui traitent du transfert fiduciaire, qui est une nouvelle sorte de garantie qui a été consacrée par l'OHADA. Nous sommes tous dans le même espace OHADA
Et ce sont les mêmes lois qui s'appliquent avec des réalités quasi similaires également. Donc c'est le rendez-vous du donneur, du recevoir. Voilà, tu trouves forcément ton compte. Et c'est sûr que l'autre aussi trouve son compte en échangeant avec toi. Donc c'est vraiment un cadre idéal du rendez-vous du donner et du recevoir, vraiment le partage d'expérience. Les juristes de banque étant exposés à des risques, ces journées durant des problématiques allant dans le sens de leur professionnalisation ont été posées. Il est arrivé le moment d'entamer des réflexions assez nourries sur la problématique du juriste de banque. Qu'est-ce qu'on en fait demain? Faut-il aller vers une activité réglementée? Sans doute, oui. Oui, en raison du nombre. Oui, en raison de la spécificité. Oui, en raison du cadre et du périmètre dans lequel vous intervenez. Oui, en raison des exigences de compliance, mais surtout, oui, en raison des risques auxquels vous êtes exposés sans contrepartie directe. Disons que les prochaines journées annuelles des juristes de banques et établissements financiers d'Afrique se dérouleront à Bujumbura, au Burundi. Contribuer au développement des compétences de vie des jeunes à travers l'entrepreneuriat. C'est le but visé par le séminaire qu'organise le ministère de l'Entrepreneuriat en partenariat avec le Conseil national de la jeunesse et l'Office international des migrations. Dans la nouvelle vision, c'est de chercher à informer ou à former nos jeunes qui constituent une bonne frange de la population active, à pouvoir se prendre en charge, à chercher à se dire que quand je vais surveiller une formation, ce n'est pas seulement pour attendre une certaine intégration qui est hypothétique et qui risque de ne pas venir, ou alors qui va venir seulement en un temps où on est déjà fatigué. La population de la Centrafrique est jeune, avec un âge moyen de 20 ans et 75% de personnes de moins de 35 ans. Le taux de pauvreté reste cependant élevé et touche de manière disproportionnée les jeunes, les femmes et la population rurale. Nous formons par arrondissement 100 jeunes et jusqu'à la fin du projet, nous comptons toucher 1000 jeunes qui seront outillés, qui auront les compétences dans le cadre de montage des projets, de la création de micro-projets, micro-entreprises. Les actions initiées à travers ce programme visent à doter les jeunes du minimum de qualifications professionnelles et de compétences de vie nécessaires à leur insertion socio-économique.